Donc, une présentation, je vais arrêter la caméra et je vais vous demander si vous voyez bien la présentation, c'est bon? Parfait. Donc, je passerai la présentation de qui je suis. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn ou sinon, en 2 mots, je suis un pur produit des marchés financiers. Je, je suis trader pour compte propre depuis 2006 et depuis 2016. Donc, je développe un accompagnement et un coaching grâce à la rencontre de Patrick Segazo qui m'a permis de découvrir que ce que je savais, je pouvais en faire bénéficier d'autres épargnants, investisseurs et traders pour compte propre. Euh, alors, le sommaire d'aujourd'hui, ça va être un bref rappel des moyennes mobiles. Euh, pour ceux qui étaient là au dernier webinaire, donc on avait déjà abordé les moyennes mobiles sur leurs caractéristiques et comment les exploiter. Pour ceux qui n'ont pas vu ce webinaire, je les invite à aller sur la chaîne d'Easy Bourse sur YouTube. Ils pourront revoir ce webinaire et bien d'autres. N'oubliez pas de les liker, de les partager. Je pense qu'en tant qu'investisseurs particuliers, nous avons tous besoin de partager les connaissances pour faire que les investisseurs que nous sommes soyons plus nombreux et puissions faire fructifier notre épargne. Euh, donc on verra rapidement, non pas rapidement, on rentrera dans le vif du sujet avec la définition du cadre d'expérimentation. C'est euh, quand on construit un processus d'investissement, quelles sont les étapes importantes à suivre pour que à la fin de l'analyse, on puisse juger de l'efficacité ou non de ce processus d'investissement. Et on construira des processus d'investissement selon différents scénarios. On prend soit la moyenne mobile seule, soit on prendra la moyenne mobile combinée au cours, c'est-à-dire on analysera, on prendra des positions sur les croisements de ces moyennes mobiles, les moyennes mobiles combinées entre elles. Donc là, c'est les croisements entre différentes moyennes mobiles. Et enfin, on finira avec un indicateur qui est construit, lui, sur des moyennes mobiles, donc combinées, mais un peu plus touchy, un peu plus technique. Et on verra ensemble si c'est efficace ou pas. Le but, je le répète, ce n'est pas de construire ici un processus d'investissement efficace et rentable, c'est de déterminer quelles sont les étapes. Demain, vous choisirez d'autres indicateurs pour construire des processus d'investissement. Voilà. Quelles sont les étapes par lesquelles vous allez devoir passer, quelles sont les hypothèses que vous devrez définir en amont et qu'elles soient les plus rationnelles possibles pour que toutes les étapes et tout le cheminement que vous suivrez pour construire votre processus d'investissement soient le plus rationnel et donc avec des statistiques à la fin les plus, euh, les plus optimales, les plus rationnelles. Voilà. Passons à la suite. Donc là, c'est un rappel, hein, ce webinaire a un but pédagogique, hein. À aucun moment, c'est un conseil en investissement. Nous allons voir différentes valeurs, différentes façons de prendre position sur ces valeurs. Donc ce n'est que un exercice intellectuel et pédagogique. Donc les moyens mobiles, un investisseur particulier comme professionnel, le but, le but premier, c'est de faire de faire du rendement. Il a un capital, il doit le faire l'augmenter, donc il faut faire de la performance. Avant de faire la performance, il doit passer par différentes étapes. Un, sélectionner son actif, et il sélectionnera son actif en fonction des anticipations qu'il a. Donc sur la partie purement graphique, dans un premier temps, il faudra qu'on détermine la tendance. Est-ce qu'elle est haussière ou baissière? Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il faudra analyser la qualité de la tendance. On utilisera ensuite des indicateurs de volatilité et on analysera le volume pour déterminer jusqu'au bout la qualité de l'actif sur lequel on veut investir. Pour les moyennes mobiles, il s'agit d'un indicateur avant tout pour détecter des tendances. C'est un indicateur qui est surtout visuel. Alors, on le voit. Le but, c'est la moyenne mobile a cet avantage de filtrer le bruit. Quand vous regardez un graphique, vous voyez grosso modo une tendance. Et la courbe de prix, elle a tendance à onduler. Onduler à la hausse, onduler à la baisse. Et si vous zoomez, donc là on est sur des unités de temps, vous verrez qu'à l'intérieur de ces tendances,
haussière et baissière, et il y a des sous-tendances. Donc, selon l'horizon d'investissement, qu'on soit long terme ou court terme, les court-termistes vont créer ces petites ondulations qu'on appellera du bruit. Par contre, les investisseurs de long terme, eux, analyseront les grandes vagues, les grands cycles boursiers de l'actif qu'ils auront sélectionné. Et donc la moyenne mobile permet justement d'éliminer ces bruits. Et plus on augmente l'unité de temps de la moyenne mobile, on a des moyennes mobiles 20 jours, 50 jours, 100 jours, 200 jours, plus on monte vers les 200 jours, 200 donc 200 jours, plus on va filtrer le bruit et avoir des moyennes mobiles qui seront proches d'une droite et donc qui nous donneront la tendance globale d'un actif. Alors voilà, la première caractéristique de la moyenne mobile, c'est ça, c'est de définir une tendance. Donc qu'elle soit haussière ou baissière. Donc si on prend le graphique donc, issu de la plateforme EasyBourse, LVMH, apparaissent la moyenne mobile 50 qui est en pointillé en vert, la moyenne mobile 100 jours qui est la courbe en violet, en tiré, et la moyenne mobile 200 jours qui sera la courbe discontinue en orange. Et donc, la première observation qu'on peut faire, c'est que quand les cours sont en dessous de la moyenne mobile 200 jours, la tendance sera baissière. Les cours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, on se situera dans une tendance haussière, pour schématiser. La moyenne mobile 200 jours est très importante parce qu'elle est utilisée par énormément d'investisseurs dans le monde. En fait, elle a pour très grand avantage de départager les phases haussières et baissières. Donc au-dessus, on est dans des phases haussières et en dessous, nous sommes dans des phases baissières. Maintenant, quand on descend dans les unités de temps de la moyenne mobile, sur la moyenne mobile 100 jours, vous voyez qu'elle commence à onduler davantage. On a un peu plus de bruit, on a un peu plus de variation du prix dans la moyenne mobile, ce qui permet surtout aux investisseurs un peu plus actifs et moins de long terme de repérer des signaux, d'analyser le prix de façon différente, donc sur des unités de temps plus courtes. Et enfin, vous avez les moyennes mobiles 50 jours. Là, on est sur qui seront suivis davantage par les entre guillemets spéculateurs, ceux qui sont sur de l'intraday, voire sur quelques jours. Ils auront davantage de signaux. Et qui dit davantage de signaux, dit davantage de bruit. Donc ce ne sera pas forcément des signaux beaucoup plus efficaces. Voilà pour la première grille de lecture. La moyenne mobile nous permet d'observer une tendance. La moyenne mobile a d'autres caractéristiques, ce qui permet de fournir un signal. Quand on prend des croisements de moyenne mobile, ça permet de donner des signaux soit de retournement, soit d'accentuation de tendance. Par exemple, si nous prenons voilà. Là, le premier signal ici, nous avons une moyenne mobile 50 jours qui coupe la moyenne mobile 200 jours. On peut considérer que c'est un signal de confirmation de baisse. De la même manière, là, la moyenne mobile 50 jours croise à la hausse la moyenne mobile 100 jours. Il y a une tentative de hausse qu'on voit ici. Et vous voyez bien, mais on remarque bien que là, c'est un exemple parfait d'une moyenne mobile 50 jours qui donne beaucoup de signaux qui ne sont pas forcément efficaces. A contrario, une moyenne mobile 50 jours qui casse la moyenne mobile de 100 jours, là nous avons un nouveau signal, mais on s'aperçoit qu'en regardant la courbe, ce signal, lui, est efficace. Il est à retardement, je vous l'accorde, tous les indicateurs donnent des signaux retardés par rapport à l'évolution du prix, et par contre ça nous permet de confirmer une tendance. Donc la même mobile permet aussi d'analyser cet indicateur comme une résistance ou un support. Donc on le voit, le prix vient ici par exemple sur le premier signal, buter sur la moyenne mobile 200 jours avant de repartir à la baisse. Et le signal est assez fort parce que la clôture se fait juste en dessous. Il y a une tentative et la clôture se fait dessous. Donc on repart à la baisse, une deuxième tentative, et là pareil avec une très belle mèche qui indique clairement que les vendeurs sont dominants et qui ne laisseront pas le prix passer au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Une troisième tentative, quatrième tentative, et là vous voyez,
c'est la tentative avec un gap important, un beau chandelier au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc voilà, c'est un ensemble de signaux qui permet de, d'utiliser la moyenne mobile comme un support ou une résistance. Donc on peut élaborer aussi des stratégies sur ce type de caractéristiques. Enfin, la moyenne mobile, on va l'utiliser comme un outil toujours de changement, de retournement de tendance, mais là avec les franchissements. Là, nous avions un premier gap, mais le franchissement est avorté. Un deuxième franchissement, et là nous avons un franchissement, comme tout à l'heure, qui permet de confirmer qu'il y a un changement de tendance, il y a un changement de comportement chez les investisseurs de long terme, et donc on peut considérer que on est sur une nouvelle phase haussière. Enfin, la moyenne mobile peut être utilisée comme un indicateur de tendance. Comme je vous disais au début, pour analyser un actif, on va définir sa tendance, et ensuite analyser la tendance, la qualité de la tendance. Finalement, avec la moyenne mobile, on peut déjà analyser la qualité d'une tendance par l'écart qu'il peut y avoir entre deux moyennes mobiles. En l'occurrence, ici, vous avez la moyenne mobile 50 jours et la moyenne mobile 100 jours, et vous avez l'écart entre les deux qui augmente. Donc on est sur une accentuation de la tendance haussière. Et donc, c'est que dans la tête des investisseurs, on est clairement haussier sur cette valeur, donc LVMH, à cette période donnée, pour des raisons qu'elles soient fondamentales, macro ou micro. Hein. Là n'est pas la question, c'est que quand on regarde un graphique, qu'on fait de l'analyse technique, on s'aperçoit que l'écartement des moyennes mobiles donne une indication sur le comportement et la confiance des investisseurs sur une valeur. Alors une fois qu'on a dit ça, on a les caractéristiques du moyen mobile, on a envie de construire un processus d'investissement. Que va-t-on retenir? On ne peut pas tout retenir parce qu'on ne va pas non plus construire un processus d'investissement compliqué. On veut que ce soit simple, qu'on puisse le construire aujourd'hui et le comprendre dans 3 semaines. Donc on va retenir une chose, ce sont les phénomènes de croisement. C'est les premiers signaux que l'on regarde quand on fait l'analyse chartiste avec les moyennes mobiles, c'est soit les croisements entre la moyenne mobile et les prix, soit les croisements entre moyennes mobiles. Donc on part sur cette hypothèse. Donc là, alors, définition du cadre d'expérimentation, vous le voyez. Dans un premier temps, c'est quel investisseur vous êtes. Vous êtes un investisseur de long terme ou de court terme. Quelle unité de temps vous allez utiliser? En fonction du camp que vous avez choisi, hein, court terme ou long terme, vous devrez adapter les unités de temps de votre moyenne mobile qui sera la plus adaptée. Nous l'avons vu, une moyenne mobile 50 jours sera plus adaptée pour les investisseurs très actifs, donc qui interviennent sur du court terme. Une moyenne mobile avec des unités de temps longues s'adaptera plus facilement en termes de signaux donnés à un investisseur de long terme. Donc, la moyenne mobile, en fonction de l'unité de temps, vous aurez la moyenne mobile 20, 50, 100, 200 périodes. Sur quel actif financier? Alors, maintenant, c'est quand on va définir ces différentes caractéristiques de notre processus d'investissement, on va le tester. Sur quel type d'actifs financiers? Comment les sélectionner? Selon quels critères? Ensuite, je ferai un rappel sur les conditions de backtesting. Donc, backtesting, ça permet de voir l'efficacité d'un processus d'investissement, mais il y a des limites quand on construit des statistiques sur des cours provenant du passé, donc sur un échantillon passé. Ça ne veut pas dire que la performance qui sera générée sera reproductible dans l'avenir. Donc, la fameuse phrase, hein, les performances du passé ne préjugent pas des performances à venir. Ensuite, un système, nous allons construire ensemble donc, les fameux processus d'investissement selon différentes hypothèses, moyenne mobile seule, combinée et avec un indicateur technique. Alors, pour les questions, si je n'y réponds pas tout de suite, sachez que je vais faire en sorte de finir suffisamment dans les temps pour nous accorder 10 à 15 minutes de questions-réponses.
Donc, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas tout de suite. J'en prendrai peut-être quelques-unes si elles me paraissent, s'il me paraît important d'y répondre tout de suite. D'autre part, s'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu au cours du webinaire compte tenu du temps imparti, je les conserverai, j'y répondrai, je les enverrai à Jean-Baptiste pour qu'il puisse vous les envoyer. Voilà. Alors, pour l'horizon de temps, moi j'aime bien choisir des critères très rationnels. Pour moi, le critère le plus rationnel et qui est d'actualité, c'est le rapport de l'AMF sur les investisseurs particuliers, notamment sur le Forex. Mais je pense que c'est une étude et des statistiques qui peuvent s'appliquer à beaucoup d'autres actifs sur lesquels interviennent les investisseurs particuliers, notamment parce qu'on regarde ce graphique qui est le pourcentage d'investisseurs, quel est leur rendement en fonction, alors le rendement, vous l'avez ici. Alors là, en l'occurrence, le rendement est négatif, largement négatif, en fonction de leur activité sur les marchés. Donc, en moyenne, 1 ordre jusqu'à 5000 ordres sur les 3 dernières années. Enfin, sur les 3 dernières années, l'étude porte sur l'année, si je ne m'abuse, 2011, 2012, 2013 et 2014. Là, on reste sur les 2011, 2012, 2013 parce qu'a priori, certains brokers n'avaient pas suffisamment de données pour 2014. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus un investisseur particulier est actif, et plus sa perte globale est importante. Vous voyez, il a perdu en moyenne moins 80 000 euros. Donc il a quasiment perdu la totalité de son capital, il se retrouve à zéro. Ça, c'est le reste, 100% de son capital, et là, on est à 0% du capital. Et il y a 4% d'investisseurs actifs. Et plus on va vers des investisseurs de long terme, et moins la perte est importante. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'exercice que nous allons faire de construire un processus d'investissement sera dans une optique long terme pour pouvoir évaluer d'une part l'efficacité de ce process dans un scénario qui est quand même beaucoup plus safe qu'un investisseur très actif. Alors, sur les moyennes mobiles que nous retiendrons, évidemment, comme nous sommes dans un horizon long terme, nous allons conserver la moyenne mobile de 100 jours, comme je vous disais, qui nous permet de départager les niveaux de tendance haussière et les niveaux de tendance baissière. Et nous garderons aussi la moyenne 50 jours, tout simplement parce que c'est une moyenne mobile qui est très utilisée, aussi bien chez les institutionnels que chez les particuliers. Et malgré le nombre de signaux importants qu'elle nous donne, je dirais que combiné avec la moyenne mobile de 100 jours, ça permet de voir l'état d'esprit à la fois des investisseurs de long terme, des investisseurs institutionnels, et les spéculateurs et traders très actifs, dont le comportement pourra être analysé via la moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile 50 jours a aussi cette particularité de mettre en avant les phases d'accumulation et de distribution. Tout simplement, quand je vous parlais de la loi de Dow au dernier webinaire et même celui d'avant avec Patrick Socasso, la loi de Dow s'associe très bien à la moyenne mobile 50 jours dans le sens où dans une tendance, dans les phases de hausse ou de baisse et de respiration, des phases de consolidation, donc on est dans les phases d'accumulation lorsqu'on acquiert un titre à la hausse ou à la baisse, et les phases de consolidation, donc c'est aussi les phases de distribution quand l'actif respire, la moyenne mobile permet de déterminer ces phases, et on verra souvent la moyenne mobile soit rebondir sur la moyenne mobile 200 périodes, mais là cela veut dire qu'on était en phase de consolidation avant une nouvelle phase d'accumulation, et parfois la moyenne mobile 50 jours coupe, casse de façon très intense la moyenne mobile de 100 jours, et c'est un signal important de retournement. Donc on conservera ces deux moyennes mobiles. Alors, sur les valeurs analysées, donc on a, et je ne vais pas vous apprendre, vous, investisseurs particuliers, vous avez vos portefeuilles, vous investissez soit sur des indices, soit sur des valeurs, des titres vifs, donc vous avez vos techniques. Il y a autant de techniques financières qu'il y a d'indicateurs financiers, d'approches macro ou micro. Donc, par contre, celles qui sont dominantes, en théorie, c'est le price earning ratio, donc c'est la capacité,
c'est le dividende par rapport au cours de bourse. On a tendance à regarder aussi le price to book. Price to book, c'est grosso modo la capitalisation boursière par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Il est évident, et c'était le cas il y a encore quelques mois ou un peu plus d'un an, on avait des niveaux de capitalisation pour certaines valeurs qui étaient inférieurs à leur valeur comptable. Et on entendait souvent des gérants dire qu'ils rentraient sur ce type de valeur parce que ce n'était pas rationnellement recevable, enfin normal que la capitalisation soit inférieure à la valeur comptable d'une entreprise. On peut aussi investir sur des actifs en fonction des dividendes qu'ils versent. Moi, ce que j'ai souhaité retenir, c'est une distinction, c'est les valeurs croissance et les valeurs défensives, parce qu'elles ne sont pas sur les mêmes cycles boursiers du fait de leur activité propre. Et donc, ça permet de mieux analyser l'efficacité d'un processus d'investissement. On va pouvoir le tester sur différentes valeurs qui ont des cycles boursiers et économiques complètement différents. Donc, par exemple, et c'est d'actualité étant donné qu'en 2016, on voyait clairement les valeurs défensives mener le marché. Et après le Brexit et surtout avec l'élection de Trump, on a vu le marché repartir, mais surtout porté par les valeurs de croissance. Et comme ArcelorMittal, vous avez Technip, qui a été la deuxième valeur la plus performante du CAC 40 pour l'année 2016, et qui pourtant partait très mal en début d'année. Donc les critères retenus pour les valeurs que nous allons analyser et passer au filtre de notre processus d'investissement. Pour les valeurs cycliques, vous le voyez, j'ai sélectionné Total, Bouygues, Renault, Société Générale, tout simplement parce qu'elles ont un énorme flottant, comme toutes les valeurs du CAC 40, vous me direz, mais c'est là particulièrement. Pour les valeurs défensives, Carrefour, Danone, L'Oréal, Veolia. Donc vous voyez aussi une disparité sectorielle qui va pouvoir un peu affiner notre analyse du processus d'investissement. Alors, vous voyez le processus d'investissement que nous allons construire, on va l'analyser depuis 2007, donc sur 10 ans. Ça nous permet de passer au crible la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines, et de voir un peu l'efficacité de ce processus d'investissement, que l'on va pouvoir comparer aux performances des valeurs que nous avons sélectionnées et que vous avez ici. Donc depuis 2007, voilà les performances des valeurs que nous avons sélectionnées. Alors, les conditions du backtesting, nous partons sur un capital de 10 000 €, période de 10 ans. Les conditions tarifaires, nous prendrons celles des e-bourses au 1er janvier 2010. On est sur 10 € par opération pour un investisseur actif moyen. Voilà, je ne me souviens plus du nombre d'opérations par mois, mais ce n'est pas le tarif le plus bas. Ce qui permettra de donner encore plus de poids au résultat des processus d'investissement. La sélection de valeurs se fera sur les plateformes d'Easy Bourse. Pour des raisons techniques et surtout d'efficacité, les backtests ont été faits sur les plateformes ProRealTime pour ceux qui la connaissent. Donc je fais un rappel sur les limites du backtesting et on est sur les données passées. On est sur un horizon long terme, donc on n'a pas trop de problèmes pour l'historique de cours de bourse. Quand on fait des backtestings sur des unités de temps plus courtes, on va avoir un gros problème d'historique. Mais bon, c'est le genre de choses qui ne nous concernent pas. Je rappelle toujours, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Alors, premier backtesting, on prend la moyenne mobile seule. Ça va être notre hypothèse de départ. Donc, à chaque fois que la moyenne mobile croise le prix, nous prendrons des positions successives. On ne va pas les cumuler, donc on ne va pas pyramider, mais on va prendre des opérations successives. Si on est dans une tendance haussière, on prendra des opérations à l'achat. Et si on est dans une phase baissière, on prendra des opérations à la vente. Avec un money management, et là j'introduis le money management qui fera l'objet d'un webinaire à part, avec un objectif de gain de 1% et un risque maximal de 0,5%. C'est-à-dire que si on a une perte qui équivaut à 0,5% de son capital, la position est clôturée. Ce qui nous fait un risque-reward de 2. Alors l'intérêt du risque-reward de 2, c'est que si vous êtes perdant
dans 75% des cas de mémoire, hein, c'est des statistiques, et que vous êtes gagnant dans... non, pardon, si vous êtes gagnant dans 66, si vous êtes perdant dans 66% des trades que vous prenez, et que vous êtes gagnant en 33% des opérations que vous prenez, étant donné que vous avez un objectif de 1% et une perte maximale de 0,5%, votre compte est flat. Ça, c'est en dehors de l'impact des frais, d'opération. Mais gardez cette stat à l'esprit, ça justifie clairement le risque-reward de. Ce qui ne vous empêche pas d'aller chercher plus, hein. Voilà l'hypothèse. Donc, nous avons la moyenne mobile en 50 jours ici, en rouge, et nous avons sélectionné la valeur Société Générale. Et à chaque fois que la moyenne mobile donc coupe à la baisse le cours, donc c'est le cours qui coupe à la hausse la moyenne mobile, nous attendrons le chandelier suivant, donc il nous faudra une clôture au-dessus de la moyenne mobile du prix, le chandelier suivant où nous prendrons position dès l'ouverture au marché, avec un objectif de 1%, et une fois que l'objectif de 1% est atteint, on passera au chandelier suivant, où nous passerons encore à l'achat. Et si le cours casse à la baisse avec une clôture sous la moyenne mobile 50 jours, nous serons dans un scénario baissier, nous considérons que nous sommes dans un scénario baissier, et nous prenons des opérations à la vente avec un objectif à nouveau de 1%. Lorsque l'objectif de 1% est atteint, nous reprenons une opération à la baisse, et si c'est la perte de 0,5% qui est touchée, le lendemain, nous reprenons une opération à la baisse. Voilà pour le scénario. Qu'est-ce que cela donne? Alors, sur un backtesting depuis 2007, sur la Société Générale, vous voyez la courbe ici de la Société Générale, vous me direz, elle est extrêmement volatile, hein, par rapport à, vous verrez, une valeur comme Danone. La tendance n'est pas très claire sur une vue très macro. Par contre, quand on regarde par rapport aux moyennes mobiles, les tendances sont quand même bien dessinées, sauf sur les périodes de range comme ça, et malgré les périodes de range, qui est souvent, je dirais, la période délicate pour tout ce qui est système d'investissement, processus d'investissement, l'equity curve, donc c'est la courbe de gain, se comporte relativement bien. Cette courbe de gain tient compte évidemment des frais de gestion, enfin des commissions d'opération que vous payez à chaque trade prix. Donc le résultat sur les 10 ans passés, nous avons une performance de 642%. Donc on a multiplié presque par 7 la valeur de son capital. Je vous ai rajouté un indicateur de volatilité que j'ai construit, hein, c'est un indicateur perso, qui est l'ATR, donc c'est l'Average True Range qui va prendre la volatilité en euros sur les 14 derniers jours, donc il en fait une moyenne, et je le divisais par le prix au moment du calcul de cette moyenne, ce qui permet de connaître, grosso modo, en pourcentage, la variation moyenne de la Société Générale par rapport à son cours. Donc la variation moyenne tous les jours en pourcentage de la Société Générale. Ce qui permet de déterminer les valeurs qui sont très volatiles et celles qui le sont moins. Et c'est contre-intuitif. Vous allez vous apercevoir que dans certains processus d'investissement, ce n'est pas forcément celles qui ont des tendances très bien dessinées, comme Danone par exemple, qui vont avoir une courbe de gain les plus belles. Ce sera parfois des valeurs comme la Société Générale avec un parcours très chahuté et qui ont une forte volatilité qui vont nous permettre d'engranger des gains grâce à un money management. On est sur différentes entrées et c'est là où je veux vous amener, c'est que méfiez-vous des intuitions, c'est pas forcément les valeurs avec les plus belles courbes qui vont générer les meilleurs gains. Parce qu'à l'intérieur, le manque de volatilité peut entraîner trop de pertes compte tenu d'un management mal adapté. Alors, d'un point de vue statistique, et là c'est important aussi, ça fera l'objet d'un webinaire, je veux juste aborder rapidement avec vous le suivi d'un processus d'investissement et qui doit être fait systématiquement aussi dans votre activité boursière, c'est savoir si votre façon d'investir
tient la route d'un point de vue des statistiques. Alors, ce qui est important à voir, et on ne va pas s'étendre aujourd'hui, mais ça fera l'objet de plus d'explications, c'est sur ce processus d'investissement, nous avons quoi? Nous avons 2500 opérations qui ont été passées sur les 10 dernières années, ce qui, grosso modo, nous fait 25 opérations par an. Pardon, 250 € par an, ce qui fait sur 240 jours ouvrés par an d'activité boursière, en moyenne, hein, on est sur une opération par jour, ce qui n'est pas non plus excessif. Nous avons en moyenne 63% d'opérations gagnantes, ce qui est un bon ratio. Et nous avons un gain moyen de 25 €. C'est-à-dire que nos trades gagnants rapportent en moyenne 80 €, vous l'avez ici, et nos pertes moyennes sont de 70 €. Ce qui veut dire que même à 50% d'opérations gagnantes, notre système d'investissement nous rapporte de l'argent. Et c'est extrêmement important. Et une valeur qui permet de juger la qualité d'un processus d'investissement, c'est le drawdown max, c'est la perte maximale enregistrée. Elle est de 2% de notre capital et avec un maximum de pertes consécutives de 10. Donc on est quand même sur un système d'investissement qui montre de belles statistiques et qui nous permet donc de continuer à le tester en live avec un petit capital, avec une ou deux opérations, en respectant ce money management, en respectant les règles qu'on a définies au départ, pour savoir si ce processus d'investissement peut fonctionner en live. Pourquoi en live? Parce que différents facteurs vont entrer en jeu, c'est les configurations de marché vont changer, et on le voit là depuis quelques mois, des facteurs politiques, mais aussi macroéconomiques, des améliorations macroéconomiques vont changer la donne, et des banques centrales qui vont progressivement se retirer des conditions de marché. L'injection de liquidité a faussé un petit peu les règles de marché. Donc on va rentrer dans des configurations différentes. Il faudra tester ce processus d'investissement, s'assurer qu'il est bon, même dans cette configuration de marché. Et de continuer à suivre ce qu'on appelle donc un track record, c'est ces statistiques. Et lorsqu'on sera rassuré et habitué à ces règles d'investissement, passer en live avec un capital plus important. Donc à ce stade, est-ce que j'ai été clair? Vous avez des questions? Là, je pense que il est important que je revienne sur des éléments que vous n'auriez pas compris. Jusque-là, tout va bien? Alors, pour l'accessibilité de cette plateforme, vous pouvez vous rapprocher de Jean-Baptiste Barbier, hein, qui est le responsable commercial de d'EasyBourse. Il est probable, enfin, je m'avance peut-être un peu. Posez-lui la question si EasyBourse va proposer cette plateforme. Sachez qu'elle est en accès libre, elle est gratuite. Vous n'avez pas les cours en temps réel, hein, vous avez les cours de clôture. Mais pour de l'analyse graphique et pour faire des backtesting, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Donc si je n'ai pas d'autres questions, on va passer aux autres scénarios. Donc pour ceux qui sont dans la programmation, oui, passer au chandelier suivant, c'est en fait le chandelier, c'est la journée de bourse suivante. Comme on est sur des chandeliers journaliers, on a fait le choix d'être sur un horizon d'investissement long terme, donc on va analyser les chandeliers en jour. Chaque chandelier correspondra à un jour de bourse. Lorsque le signal sera donné, donc un chandelier qui clôture au-dessus de la moyenne mobile, on considérera qu'on rentre dans une phase haussière et on attendra le jour de bourse suivant pour prendre position. Alors, vendre au premier jour, c'est si nous sommes dans une hypothèse de baisse, donc tendance baissière. On attend donc, on a le signal, on a la journée suivante où on prend une position à la vente, mais on parle de scénario, on est dans un exercice de création de processus d'investissement. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ce n'est pas une martingale, ce n'est pas une black box, on n'est pas là en train de construire votre processus d'investissement, c'est juste
comment il faut faire et quels sont les critères, les hypothèses que vous devez d'abord réfléchir en amont pour ensuite mettre en place un processus d'investissement. D'accord? Donc pour ceux qui sont à l'aise avec la programmation, vous avez donc la façon dont est programmé le processus d'investissement sur la plateforme EasyBourse, ProRealTime. Alors la deuxième hypothèse, c'est la moyenne mobile combinée avec le prix, donc une moyenne mobile 50 jours. Là on fait le choix de changer de prisme avec la moyenne mobile plus courte. On va analyser le comportement des investisseurs plus actifs. On analysera le croisement avec le prix cette fois-ci. On ne prendra une opération que lorsqu'il y aura croisement, uniquement croisement, à la hausse ou à la baisse. Et cette fois, on prend l'hypothèse d'enlever le money management. C'est-à-dire, on prend une position à un croisement et cette opération se débouclera au prochain croisement. C'est-à-dire un croisement à la hausse, position acheteuse, qui se débouclera au croisement à la baisse. Toujours l'hypothèse 100% du capital. Et premier scénario, sans money management. Donc là, je prends Carrefour. Alors, nous avons ici, donc, au mois de novembre, nous avons une journée boursière qui clôture sous la moyenne mobile 50 jours. Donc, sur la journée boursière suivante, nous prenons une position vendeuse et on attend le prochain croisement pour clôturer la position. Ici, donc on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile. Et le jour de bourse suivant, nous prenons une position à l'achat. Et donc nous allons évaluer si ce type de scénario peut être efficace. Donc là, nous avons notre courbe de gain. Nous apercevons qu'elle est très, très, très erratique. Elle est fortement haussière à certaines périodes, baissière dans d'autres périodes. Et c'est là où c'est intéressant, parce que nous allons pouvoir déterminer en regardant la courbe de prix de Carrefour, à quel moment, dans quel scénario, ce type de processus d'investissement n'est pas efficace. Donc sur les 10 ans de test, nous avons une performance de moins 21%, ce qui est raisonnable sur une période aussi longue. Et vous voyez que Carrefour est une valeur qui n'est pas fortement volatile par rapport à une Société Générale, où nous sommes à peu près sur une moyenne de 2-2,5%, là où la Société Générale était en moyenne sur 3, 4, voire 5%. Donc visuellement, déjà, c'est important de voir que ce processus d'investissement n'est pas valable pour cette valeur. Donc là, on est sur une valeur défensive. Statistiquement, cela donne, nous avons 23% d'opérations qui sont gagnantes sur les 10 dernières années. Nous sommes inférieurs à 50%. Mais fort heureusement, nous avons un gain moyen qui est de 700 € par opération et de 230 € et perte moyenne de 230 €. Ce qui fait que notre capital n'est pas fortement impacté. 20%, ça reste une perte quand même assez importante, mais par rapport aux statistiques de l'AMF, on est quand même sur des performances négatives mais raisonnables. Et nous avons un max drawdown de 47%. Donc on est quand même sur des statistiques qui ne sont pas sans sas. Et malgré des performances d'opérations gagnantes très 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 négatives, 20%, on reste quand même sur une performance négative en termes de capital qui, selon moi, reste raisonnable. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que toute statistique est relative. Quand on vous dit qu'un processus d'investissement doit obligatoirement avoir un taux de position gagnante supérieur à 50 voire 60%, ce n'est pas forcément vrai. Là, c'est l'exemple parfait. Si nous avions des gains moyens de 700 € et des pertes moyennes de 100 €, nous aurions une performance positive sur les 10 dernières années. D'accord? De la même manière, quand nous avons des gains moyens inférieurs aux pertes moyennes, mais que nous avons des positions gagnantes proches de 90%,
la performance globale peut être positive. Donc tout est relatif. C'est pour ça que la grille de lecture doit être très personnelle et vous devez bien analyser chacun des ratios de façon et de l'inscrire dans une globalité. Donc toujours pour les programmeurs, je mettrai de toute façon cette présentation à disposition. Et nous reprenons la même valeur, Carrefour, c'est toujours, et nous allons changer notre processus d'investissement en intégrant du money management. Donc je vous rappelle le money management, 1% de gain, 0,5% de perte maximale. Et donc, vous voyez, la performance a quand même changé, hein, pour vous dire qu'il est important, mais vraiment important, d'avoir un money management dans son processus d'investissement et de s'y tenir. Parce que les configurations de marché sont si différentes et difficilement anticipables que seul le money management peut sauver votre capital. Et vous voyez que ce money management a clairement changé la donne, même en termes de position gagnante. On est toujours sur le même processus d'investissement, à quel moment nous rentrons dans le marché et à quel moment nous sortons, toujours sur le même pourcentage de capital, 100% du capital est investi sur la valeur sélectionnée, mais le simple fait de rajouter un money management augmente le nombre de positions gagnantes, améliore notre gain moyen et améliore nettement notre max drawdown. Alors vous me direz 34% sur 10 ans, c'est pas énorme, mais ça reste 34%. Je vous montrerai pourquoi. La performance de nos indices et la performance de certains fonds sur les 10 dernières années sont parfois et de façon surprenante inférieures à cette rentabilité. Bon, pareil, toujours pour la programmation. Alors je vais aller un peu plus vite, hein. Là, on est dans un autre scénario, moyenne mobile 200 jours sans money management. Alors cette fois, j'ai fait le choix de ne pas conserver de money management, tout simplement parce que la moyenne mobile 200 jours est une moyenne mobile qui donne des signaux très puissants. Lorsqu'on casse une moyenne mobile 200 jours, psychologiquement, chez les investisseurs, l'impact est important. Et on le voyait encore quelques mois sur nos indices, quand certains gérants de fonds nous parlaient de « attention, la moyenne mobile 200 jours a été cassée par le Dow Jones, c'est peut-être un signal important ». Il y a parfois des anticipations auto-réalisatrices qui font que la moyenne mobile 200 périodes, et en l'occurrence 200 jours, est réellement un indicateur technique à intégrer dans ces graphiques. Donc, on enlève le money management et on va voir si les signaux qu'il nous donne sont pertinents. Donc là, j'ai pris la valeur Renault. Donc, toujours le même processus d'investissement. On attend la clôture et on prend position à l'ouverture de la journée suivante. Et on clôture au signal suivant, avec une nouvelle prise de position en simultané. Alors sur Renault, ça nous fait une performance de 14% sur les 10 dernières années. La courbe de gain n'est pas forcément très linéaire et très belle à voir, mais elle reste dans la partie positive, donc en bleu. Combiné avec le prix. Ah oui, et je vous ai pris notre valeur, pardon. Là, en l'occurrence, c'est la Société Générale, qui, elle, pour le même processus d'investissement, a une courbe de gain quand même beaucoup plus intéressante. Donc, on est sur 113% sur les 10 dernières années, avec, vous le voyez, hein, un profil de volatilité quand même beaucoup plus important. Alors là, on est sur un pourcentage de position gagnante très négatif, hein, inférieur à 20%, mais on a un tel ratio gain sur perte, gain moyen sur perte, que cela nous fait une performance positive, malgré un drawdown de 53%. Donc typiquement, hein, c'est vraiment l'exemple extrême, avec des scénarios gain sur perte très positifs et des scénarios de position gagnante très négatifs, et avoir un résultat global plutôt positif. Donc voilà pour la programmation. Pour donc l'indicateur dont je vous parlais, qui est construit sur des moyennes mobiles combinées, hein, je vous rappelle rapidement la construction, c'est la moyenne mobile
12 périodes, moyenne mobile 9 périodes, et on fait la différence des deux, ça nous permet d'avoir un signal, un signal qui va être analysé sur la courbe du niveau 0. Je vous la fais en bref, mais je pense que vous la connaissez probablement mieux que moi pour l'utiliser. C'est un des indicateurs les plus suivis. Donc, notre scénario, c'est le croisement à la hausse de la MACD sur le signal, qui entraînera un signal d'achat, et le croisement toujours de la MACD qui coupe le signal à la baisse, qui nous donnera un signal de vente. Donc, toujours pareil, avec ou sans money management, nous verrons le résultat. Là, ici, vous l'avez donc. Donc la MACD qui va couper le signal à la baisse, donc prendra une position à la vente, et la MACD qui coupe le signal. Non, pardon, excusez-moi. C'est pas le scénario. Ça, c'est un autre scénario. Celui que nous avons choisi. Non, non, c'est le niveau 0. On a choisi la MACD qui coupe le niveau 0 en termes de processus d'investissement. Voilà. Donc, par exemple, pour cette valeur, je suis allé un peu trop vite. Là, donc, j'ai fait le choix de total. Normalement, il devrait y avoir le nom. Donc, avec trois scénarios. Donc, voilà, excusez-moi. Trois scénarios. Nous avons la MACD qui coupe le signal, la MACD qui coupe le niveau 0 sans money management et la MACD qui coupe le niveau 0 avec money management. Donc, la MACD qui coupe le signal sans money management, nous avons une belle performance de 225% sur total. La MACD qui coupe le niveau 0 sans money management, nous avons un gain de 0. Et la MACD qui coupe le niveau 0 avec money management, nous avons un gain de 20%. Alors là, en l'occurrence, on est sur un processus d'investissement qui n'a pas besoin de money management. Alors, il faudra une analyse plus fine, hein. C'est des choses que l'on peut voir ensemble ultérieurement. Donc vous avez les statistiques ici sur les trois hypothèses. Donc là, ce sont les programmes, donc les lignes de code. Là, vous avez un résumé donc, sur l'ensemble des valeurs, selon les systèmes les processus d'investissement que l'on a analysés. Vous avez donc les rendements que cela nous a rendus. Cela génère. Par exemple, pour Carrefour, la moyenne mobile 50 jours, avec un bon money management, et quelque chose d'assez optimal, dans le sens où ça génère 173% de performance. Donc vous avez un code couleur qui permet de voir quel va être le meilleur processus d'investissement en fonction de la valeur. Donc c'est assez disparate, mais on voit bien que un money management sur la moyenne mobile 50 jours est quand même assez efficace, contrairement à une moyenne mobile sans money management, moyenne mobile 50 jours sans money management. Pareil pour l'utilisation de la MACD. Donc il est clair que le niveau 0 avec un money management est beaucoup plus efficace. Et si on le compare par exemple à l'ensemble des fonds actions commercialisés en France, donc au 30 décembre 2016, il y en avait 224, vous avez la performance qu'elles ont générée sur les 10 dernières années. Donc le CAC, avec les dividendes réinvestis, a fait 2,24%. Et là, vous avez les 25 meilleurs fonds. Donc les 25 meilleurs fonds ont fait entre 2,3 et 7,4%. Voilà, ça vous permet de voir la performance de vos processus d'investissement en perspective par rapport à ce que fait la gestion active. Là, je vous ai donné l'ensemble des fonds commercialisés en France et qui sont construits sur de la gestion algorithmique. Donc, c'est des processus d'investissement, comme nous avons essayé de le faire aujourd'hui. Et vous avez leur performance sur les 10 dernières années.
Et là, pareil, les 25 meilleurs fonds donc, font entre 4 et 5% de performance sur les 10 dernières années. Ce, ce sont des performances annualisées, hein, en l'occurrence. Voilà. Donc les limites de l'expérience, je vous laisserai le lire. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez des études académiques, donc l'Université de Fribourg, et une très bonne, donc c'est fait par deux doctorants, hein, de Didier Marty et Dusan Isakov, sur l'utilisation du mobile mobile comme market timing. Voilà. Euh, voilà pour la présentation. Pour l'offre de partenariat avec EasyBourse, donc pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai une offre donc, pour accompagner les investisseurs particuliers, les amener à construire leur processus d'investissement. Mais ils ont aussi la possibilité de suivre l'ensemble des modules de façon autonome. Donc, ils téléchargent tout simplement les supports, hein, audio et écrit. Donc, à la fois coaching libre ou coaching accompagné. Et d'ici peu, avec Patrice Ocaso, nous élaborons donc un ensemble de MOOC. Là, on est vraiment dans cette dynamique de MOOC, hein. On n'est pas dans des formations qui vous seront vendues à 2000 à 10 000 euros. Là, on est vraiment sur des MOOC tels qu'ils sont proposés par certaines universités pour diffuser le savoir. Donc, ce sera des tarifs qui correspondent à des tarifs de MOOC et qui seront assez accessibles à tous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place avec Patrick Socasso et qui devrait arriver sous peu, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc pour me contacter, vous avez mes coordonnées. Vous pouvez me contacter directement pour avoir le support ou contacter directement Jean-Baptiste. N'hésitez pas pour les questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Voilà, donc ça, c'est les coordonnées où vous pouvez joindre la plateforme et le service commercial d'EasyBourse si vous avez les moindres questions, notamment sur la plateforme Pro Realtime. Vous avez le numéro vert qui s'affiche ici. Voilà, ça c'est les avertissements. Donc, merci de m'avoir suivi. Ça a été un peu rapide, mais je pense que le sujet est très intéressant. Le but n'était pas de que à la fin du webinaire, vous sachiez construire un processus d'investissement. Si vous donnez les pistes, les différents piliers, maintenant vous pouvez tester, vous pouvez creuser, chercher votre propre processus d'investissement avec votre propre indicateur, celui qui vous parle le plus, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Le but, c'est, il n'y a pas un chemin pour réussir en bourse, hein. Le seul chemin, c'est de savoir se maîtriser et de savoir que dans un processus d'investissement, on perdra de l'argent, parce que la martingale à 100% de, gain, de position gagnante, ça n'existe pas, mais il faut que les statistiques aillent dans votre sens, c'est-à-dire que la performance globale soit positive. Et après, quand vous établissez des règles, qu'elles soient construites sur des règles rationnelles et que vous les suiviez ensuite. Voilà. S'il y a des questions, je pense qu'on a encore quelques minutes. Alors, oui, en effet, c'est hors sujet, mais je vais y répondre. Parce qu'on a assisté à un très joli gap il y a peu de temps là, sur les indices. Il y a un certain nombre de gaps. On peut aller. Ce que je vais faire, c'est. On va se mettre sur Easy Bourse. Hop. Donc, d'une manière générale, anticiper les gaps, c'est très compliqué. D'une part, ça dépend. Vous parlez des indices ou des valeurs? On reste sur les valeurs? Aujourd'hui, on était sur les valeurs. Non. C'est se tenir au courant, d'une part, du calendrier. Parce que quoi qu'on en dise, on est sur l'analyse graphique, mais le fondamental reste quand même important. Je le dis souvent, on a deux bras, il est difficile de conduire avec un seul, et toujours plus pertinent de conduire avec les deux.
Donc une valeur est drivée par la spéculation, et là l'analyse graphique sera importante, par des investisseurs qui font de l'analyse graphique également, donc il y a un impact un peu autoréalisateur, mais aussi la macro. Et la macro est suivie par, je dirais, est drivée par euh, les, euh, les acteurs les plus importants du marché. Ceux qui font le marché, ce sont les investisseurs institutionnels. C'est 75 000 milliards, je le rappelle tout le temps, euh, d'actifs sous gestion. Donc quand ils regardent la macro, à mon avis, ça a fortement un impact sur la valeur. Donc, regardez le calendrier d'une valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des annonces qui vont être faites. Là, on est dans la saison des résultats. Donc, forcément, cela aura un impact sur la valeur ou les valeurs que vous avez sélectionnées. Ensuite, anticiper les gaps. C'est difficile. Donc, le meilleur moyen, c'est, là, on n'est pas sur détecter une tendance, on est détecté sur un phénomène de marché. Donc, il faut regarder des indicateurs liés au comportement des investisseurs. Certains investisseurs qui sont, on dira, des investisseurs privilégiés, qui ont un accès à une information qui n'est pas encore diffusée auprès des investisseurs institutionnels dans un second temps, et ensuite des investisseurs d'une manière assez large dans un troisième temps, vont commencer à agir sur le marché, sur certaines valeurs, parce qu'ils ont accès à cette information et veulent en profiter. On n'est pas dans du délit d'initié tant qu'on ne les a pas pris. Je referme la parenthèse. Donc, détecter des mouvements, des comportements, et pour ça, il faut utiliser un certain nombre d'indicateurs. Le premier indicateur sur les valeurs, c'est quoi? C'est le volume. Une augmentation un peu anormale du volume de vous mettre la puce à l'oreille. Surtout quand on est dans une phase un petit peu haussière et que vous avez les volumes qui commencent à repartir un peu à la hausse, parce qu'il y a peut-être une accumulation, et quand on est à l'approche d'une annonce macroéconomique ou microéconomique qui va impacter la valeur, je pense que c'est un élément important à prendre en considération. Après, vous avez des indicateurs qui vont analyser de façon plus fine. On est sur des dérivés secondes, c'est un peu mathématique, mais qui vont décortiquer la variation du prix et qui vont permettre de déterminer, et notamment je pense au RSI, qui permet de déterminer donc l'essoufflement d'une tendance. Et quand on est dans l'essoufflement d'une tendance, c'est-à-dire que l'impact du prix, l'évolution du prix et la variation du prix a de moins en moins d'impact sur son évolution. Et donc quand on voit un essoufflement avec des mouvements sur les volumes, on peut imaginer donc des mouvements sur la valeur. Maintenant, anticiper un gap, c'est un peu compliqué. On peut anticiper un retournement de tendance, on peut anticiper un rebond de façon ponctuelle. Je dirais qu'il y a peut-être une analyse via les chandeliers. Là, on sort de l'analyse graphique, notamment via le graphique et l'analyse technique. Là, on est sur l'analyse des chandeliers, qui est une autre approche du prix et et vous allez analyser des configurations, tout simplement. Vous avez peut-être aussi les configurations graphiques. Quand on est dans une phase de consolidation en drapeau, ou on est dans un autre exemple, un épaule tête-épaule à l'approche d'une annonce importante, on peut imaginer qu'il va y avoir une cassure de la ligne de coût importante avec un gap. Vous voyez, il peut y avoir de multiples facteurs, c'est très particulier, c'est très compliqué. Mais je pense que ça passe surtout par une bonne connaissance de votre valeur. Une fois que vous êtes un peu, alors c'est un peu mystique, mais que vous sentez un peu le pouls de la valeur, vous pourrez peut-être commencer à anticiper certains phénomènes. Il y a un gérant de fonds américain, je parle de CTA, c'est Commodity Trade Advisor, c'est un peu les hedge funds, mais aux États-Unis, et je me souviens plus de son nom, mais je vous le donnerai si ça vous intéresse, qui lui, quand il recrutait quelqu'un, le mettait devant une station de trading et lui demandait de suivre pendant une semaine l'indice. Il regardait la valeur, il regardait l'évolution du prix et voir comment il se comportait. C'est à l'issue de cette semaine qu'il commençait à prendre des positions. C'est important. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, je pense que... Merci, c'est très gentil.
Ça fait toujours plaisir. Compliment. Merci beaucoup. Merci Olivier. N'hésitez pas, vous avez me coordonner si vous avez des questions, si certains éléments si élaborer votre processus d'investissement vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi. Ça fait l'objet du coaching que je propose. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Ce sera toujours construire un processus d'investissement, mais avec un autre indicateur ou peut-être le money management, c'est à définir avec Jean-Baptiste. Sur ce, je vous souhaite à nouveau une belle année 2017 en bourse. Et je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.